Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste et une fois n'est pas coutume, nous allons retourner sur Mars parce que vous le savez, c'est ma marotte. J'avais envie de vous parler de la mission Persévérance parce qu'elle est arrivée il y a à peu près 1 an sur la planète Mars et pour ce faire, j'ai invité un des spécialistes des missions martiennes en France, à savoir Éric Lorini. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, peux-tu te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Éric Lorini, donc je travaille au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, c'est l'équivalent un petit peu de la NASA française, et on s'occupe de 2 rovers, donc de Persévérance comme tu l'as signalé au début, mais aussi de Curiosity qui est son petit frère et qui est là depuis maintenant bientôt 10 ans. Et donc je m'occupe des ingénieurs pour tout ce qui est pilotage des instruments français qui sont à bord de Curiosity et Persévérance. Et donc, comme la durée des journées n'est pas la même sur les 2 planètes, j'imagine que ça pose des problèmes en termes d'emploi du temps sur Terre. Exactement, les journées martiennes font 24 heures et 40 minutes, donc ça décale de 40 minutes. Il arrive sur Mars, on essaye pendant 3 mois de suivre le rythme du rover, c'est-à-dire se décaler de 40 minutes, donc très rapidement on arrive à des heures qui sont très difficiles. Sur Curiosity, on avait réussi à tenir 3 mois, mais sur Persévérance, on avait tenu 45 jours. Après, on avait craqué. On est souvent de nuit avec des horaires qui changent à chaque fois et c'est difficile d'à la fois garder les pieds sur Terre et avoir la tête sur Mars. Surtout quand on travaille conjointement avec les États-Unis, donc j'imagine que ça rajoute un décalage horaire. Absolument, c'est des rovers qui sont américains, donc fabriqués par le JPL, autant Curiosity que Persévérance. Donc quand ils commencent à travailler à 8h du matin chez eux, chez nous il est déjà 17h. Toutes nos journées commencent toujours après 17h, donc ça finit souvent très tard le soir, voire le matin. Alors Persévérance est arrivée le 18 février 2021, donc il y a un tout petit peu plus d'1 an. Comment va-t-elle ? Elle va très bien, tous les instruments marchent très bien. On a des résultats qui sont très satisfaisants. On a même une bonne surprise avec son copilote, on va dire, d'Ingenuity, qui est devant et qui trace la route. Je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien que j'ai fait avec Jeff Delone, qui est ingénieur de recherche au JPL et qui travaille sur Ingenuity. On l'utilise en éclaireur, tout fonctionne bien, tous les voyants sont en vert. Ok, donc Ingenuity va bien, mais les équipes sur Terre, comment ça va ? Les équipes vont bien aussi. Il y a eu beaucoup de fatigue, comme on l'a signalé au début, parce qu'il y a eu des chiffres qui ont été très durs. On a travaillé 7 jours sur 7. Donc avec des petites équipes, c'est très difficile. Et maintenant, ça va mieux. On commence à prendre le rythme. On ne travaille plus maintenant les samedis et les dimanches, ce qui permet de souffler un peu et de mieux se poser dans le temps. Oui, ça doit être beaucoup de fatigue en effet. Mais du coup, comment vous faites pour savoir dans quelle direction envoyer le rover ? Chaque jour, on récupère en fait des photos du rover qui nous montrent les paysages qu'il a. Il y a une équipe de scientifiques chaque soir qui est avec nous, qui regarde toutes ces photos et qui choisissent des cibles. Donc des cibles, ça veut dire des cailloux. Cette roche-là, on va l'appeler Florence ou on va l'appeler Fantomètre ou une chose comme ça. On nomme les roches avec un nom. Pour arriver à tirer sur ces roches, il faut faire des calculs et des lignes de programmation. Donc chaque nuit, on écrit des centaines et des centaines de lignes de code pour programmer tous les instruments. Donc chaque centre programme ses instruments. Et la France programme son instrument qui est Supercam, et on vérifie que tous ces tirs laser, bien sûr, sont en coordination avec tous les autres instruments. Il ne faudrait pas que pendant qu'on tire au laser, il y avait quelqu'un qui avait prévu de bouger le bras ou de mettre le bras dans notre champ de tir. Donc il faut bien se coordonner pour que tout se passe très bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une programmation en direct. C'est une programmation pour le lendemain. On lui fait tout son planning de la journée. Notre équipe Supercam va programmer 1 heure de la journée du rover à peu près, c'est ce qu'on fait à peu près chaque jour. On a du mal à démarrer avant 10h du matin à cause des températures. Il fait très froid sur Mars, même si ça reste du moins 40 à peu près à 10h du matin. Mais c'est plus facile pour chauffer tous les mécanismes, pour chauffer tout le matériel, pour pouvoir fonctionner correctement. Pour rappel, il fait en moyenne moins 63 degrés à la surface de Mars. Mais évidemment, ça dépend du jour et de la nuit. La nuit, il peut descendre jusqu'à moins 100, moins 120. Et la journée, ça peut monter jusqu'à 0, 10, voire 20 ou 30 degrés à l'équateur en été. Et on arrête à peu près vers 17h, 18h, où il commence à faire nuit. Et là, ça devient plus, la température rechute et c'est mauvais. Donc, on a à peu près 7-8 heures. Nous, on programme à peu près 1 heure avec Supercam. Et une fois que tout le plan est prêt en fin de nuit ou fin de journée,
on l'envoie et le rover l'exécute le lendemain et ainsi de suite. Et non seulement les rovers sont programmés du jour pour le lendemain, mais en plus il faut compter le temps que le signal met pour aller de la Terre jusqu'à Mars. Même si c'était du pilotage en direct en quelque sorte, ce ne serait jamais instantané. Mars se trouve au plus proche à 5 minutes-lumière de la Terre et au plus loin à 20 minutes-lumière. Donc il faut compter ces durées-là en plus pour que les robots martiens reçoivent les données qu'on leur envoie. Sans compter que quand Mars se trouve juste derrière le Soleil par rapport à la Terre, les communications sont impossibles. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions principales de Persévérance ? Persévérance, il a plusieurs fonctions. Déjà, donc une partie géologique qui est importante, donc l'étude des roches, et puis il a une partie biologique, c'est-à-dire essayer de découvrir la vie. Il faut qu'on essaye de comprendre d'où on vient. Est-ce qu'on est vraiment des terriens ? Est-ce qu'on est des terromartiens ? Est-ce qu'on est des martiens ? Est-ce que tout ça ? Et on a besoin de connaître ça. Et puis il y a une autre fonction qui est de préparer l'arrivée de l'homme sur Mars. Donc, il y a des expériences comme par exemple Boxy qui fabrique de l'oxygène. Donc, c'est sa fonction pour voir un petit peu si on arrive à fabriquer de l'oxygène, à quelle proportion on arrive à faire. Une autre particularité, et une des plus importantes, c'est le retour d'échantillons de roches sur Terre. Persévérance, elle a un système de forage et qu'on appelle de catching, c'est-à-dire de mise en boîte d'un échantillon. Donc, en fait, il fore quand il trouve une roche intéressante. Il récupère cet échantillon de forage qu'il met dans un petit tube et qui posera par terre comme ça une vingtaine de cartouches, et un autre rover viendra chercher ces cartouches qu'il enverra dans l'espace, et un troisième satellite récupérera ces cartouches pour les ramener sur Terre. Voilà, c'est un long programme, mais la première pierre angulaire, c'est Persévérance. Est-ce qu'on sait déjà combien Persévérance a collecté d'échantillons ? Alors, elle en a collecté 7 aujourd'hui. On espère en avoir bien sûr plus. En tous les cas, tout fonctionne bien. On a eu une première erreur lors de la première mise en cartouche. Du coup, au lieu d'avoir une roche, on a de l'air martien. Alors pour rappel, il y a 95% de CO2 dans l'air martien avec des traces d'oxygène et d'azote, et donc on aura un échantillon de l'atmosphère martienne sur Terre. Alors, 1 an après son arrivée sur Mars, est-ce que vous avez déjà fait des découvertes scientifiques ? Ça, ce serait plus à un scientifique de répondre à ça, mais on a quand même découvert des choses, notamment le cratère dans lequel on est, G0, en fait, était un lac fermé, donc une rivière l'alimentait. On apprend des choses sur le contexte un petit peu d'où on est. Vous savez, quand on atterrit dans une zone qui est plutôt une zone plate et pas forcément une zone qui est la plus intéressante scientifiquement. Donc, on a atterri dans cette zone plate et on est en train de se diriger vers les zones intéressantes et sur lesquelles on espère découvrir des choses. Alors je sais que Curiosity a des gros problèmes de roues parce que le sol martien est très corrosif. Comment est-ce que ça se passe pour les roues de Persévérance ? Effectivement, sur Curiosity, le JPL ne s'était pas rendu compte en fait du côté aiguisé des roches, le fait qu'ils pleuvent pas, c'est vraiment des lames de rasoir, et ce qui fait que quand on a des roues en aluminium, très rapidement, ça vient à se déchirer, à se percer, etc. Du coup, sur Persévérance, bien sûr, les roues ont été renforcées avec une autre technologie, plus d'épaisseur, plus de renfort. Du coup, on est paré là-dessus. Mais ça n'empêche pas Persévérance d'avoir des gros cailloux dans ses roues. Et ça nous permet de faire des grosses distances. Des fois, on peut faire 200 voire 300 mètres dans la journée. Oui, parce qu'on rappelle que 200-300 mètres par jour pour un rover qu'on pilote à distance sur une autre planète, c'est la distance normale. On ne peut pas faire des kilomètres et des kilomètres, ça c'est pas possible, en tout cas au quotidien. Absolument, puisque Curiosity a fait à peu près 25 km en 10 ans. C'est des distances qui sont tout à fait modestes. Le record, c'est Opportunity avec plus de 40 km. Il a fait ça en plus de 15 ans ou 20 ans, et encore, il est complètement. Une des missions scientifiques principales de Persévérance, ce sont les missions exobiologiques. Est-ce qu'elle a commencé à travailler sur ce genre de mission ? Alors oui, on commence à utiliser, donc il y a plusieurs instruments qui servent à ça, notamment au Supercam, qui possède un raman, donc qui permet de voir des molécules à distance. Et puis aussi donc toute l'analyse par les échantillons, où on peut voir à l'intérieur ce qui passe, avec Sherlock notamment, qui nous permet de savoir quel type de molécule il y a à l'intérieur. Mais je vous l'ai dit encore, on n'est pas dans la zone qui est vraiment intéressante.
Pour comprendre un petit peu, donc je vous ai dit, on est dans un lac fermé et en fait, il y avait une rivière qui se déversait en fait dans ce lac et à l'embouchure de cette rivière, il y a un dépôt d'alluvions très intéressant sur lequel on veut aller et analyser. Donc on espère trouver des carbonates et puis des choses comme ça qui nous permettraient de voir des molécules un peu plus complexes et de voir s'il y a des restes de vie ou des choses comme ça. Actuellement sur Mars, il y a donc Curiosity, il y a Perseverance et il y aura bientôt Rosalind Franklin qui, elle, aura une mission principale dédiée à l'exobiologie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Normalement, ils doivent décoller en septembre 2022, je crois. Oui, Rosalind Franklin devait décoller en septembre 2022. Malheureusement, la guerre en Ukraine a changé la donne parce qu'elle devait partir avec une fusée russe. Aux dernières nouvelles, elle ne devrait pas partir avant 2024, mais affaire à suivre parce que pour l'instant, tout est très incertain, malheureusement. La plupart des opérations seront faites en Italie. Alors normalement, elle a comme ambition de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur, ce qui est très intéressant parce qu'effectivement, Perseverance, lui, creuse quelques centimètres, donc c'est 6 centimètres son maximum, donc c'est vraiment en surface. Et on pense qu'il y a tellement de radiation en fait sur Mars que même si la vie en surface a pu disparaître et être complètement éteinte, on pense que la vie serait plus en profondeur. Alors après, à quelle profondeur, c'est difficile à voir, mais c'est sûr qu'à 2 mètres, il y a plus de chances de trouver des choses intéressantes, non dégradées, qu'en surface. Il faut savoir que les radiations, en fait, détruisent beaucoup les molécules complexes, ça casse les chaînes. Donc, on trouve souvent des débris de molécules et c'est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait exactement avant. Et on pense qu'avec un bouclier, on va dire, de 2 mètres de terre, c'est un peu mieux protégé et un peu mieux conservé et pourrait trouver des molécules un peu plus complexes en profondeur. Après, c'est un vrai challenge parce que, ce serait la première fois qu'un Européen se pose sur la planète Mars. Il faut savoir qu'il n'y a que les Américains pour le moment qui y étaient arrivés, plus un Chinois qui a réussi récemment. Donc, ce serait une première au niveau européen d'arriver à faire ça. Et en plus de viser les 2 mètres de profondeur, donc ça serait un vrai défi scientifique pour trouver de la vie. Quelle est ton intime conviction sur la présence de vie sur Mars, présente ou passée ? Je pense qu'il y a eu de la vie sur Mars. Quand on regarde l'histoire, la Terre et Mars sont nés en même temps, donc c'est des sœurs jumelles, elles ont grandi en même temps. Il y avait le même niveau de salinité, on s'est rendu compte, sur Terre que sur Mars, les mêmes conditions pour créer de la vie, avec probablement des effets de marée, des choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, la Terre a eu un handicap qui était fort, c'est qu'un gros météorite a frappé la Terre, a arraché un gros morceau de la Terre et qui a créé la fameuse Lune que nous avons actuellement. Et du coup, la Terre a recommencé à zéro. Après, je pense que les comètes sont tombées de manière équivalente, que ce soit sur Terre ou sur Mars. Par exemple, le cratère Gale ou Curiosity fait 150 km de diamètre sur 4 km de profondeur. T'imagines le volume de terre que ça représente? Et il y avait des échanges parce que toute cette terre, elle est partie où? Dans l'espace. Donc il y avait plein d'échanges de terre entre la Terre et Mars. On est peut-être nous des Martiens plutôt que des Terriens. Ou alors peut-être on est des cométiens, ou comme une cuisine, tu vois, où pour faire un bon gâteau, il faut plein d'ingrédients différents. Et je me dis, c'est peut-être ça, on est un cocktail de différents composants et on est des systèmes solariens peut-être. Donc par rapport à Curiosity, Perseverance a une bonne vue, elle a des bonnes roues, elle a Ingenuity qui peut aller en éclaireur. Qu'est-ce qui vous manque? De découvrir des choses, c'est-à-dire que à l'introduction vous avez dit Mars et ma marotte, et je vous rejoins là-dessus parce que on arrive à avoir de l'amour pour une planète alors qu'elle est morte, il y a un désert, etc. Mais une sorte de compassion en se disant elle avait de l'eau, elle avait de la vie, qu'est-ce qui s'est passé? On prend passion et chaque soir, parce que moi ça fait quand même plus de 10 ans que je fais des opérations, chaque soir j'ai l'impression de découvrir l'histoire de Mars, c'est-à-dire que chaque soir on découvre des petites choses, ah c'était comme ça, alors c'est ça qui s'est passé, etc. Et petit à petit, c'est comme un livre qu'on écrit et qu'on découvre le passé de Mars. C'est aussi l'avenir de notre Terre, c'est-à-dire que un jour, la Terre sera comme Mars, et de voir comment ça va se passer, quand ça va se passer, de découvrir un petit peu notre futur aussi, c'est vraiment des soirées passionnantes.
C'est beaucoup de programmation dans lesquelles il faut avoir aucune erreur, il faut avoir une concentration. Il est souvent 3 heures ou 4 heures du matin. On écoute des conversations qui sont en anglais, qui sont pas forcément notre langue, dans lesquelles on doit faire des calculs, des lignes de code pour écrire tout ça, qu'il n'y ait aucune erreur. C'est une concentration très très forte, avec beaucoup de stress. Et à la fin, on découvre quand même des choses passionnantes. Et on a la chance de dire, moi, je travaille sur Mars. Moi, je fais des trous au laser sur Mars. Et des trous qui resteront durant des milliards d'années. Et ça, personne ne me l'ôtera. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui nous regardent et qui se demandent à quoi servent les maths, la physique, l'anglais qu'ils apprennent à l'école et qui leur paraissent un petit peu abstraits? C'est vrai que quand on est petit, les mathématiques, c'est pas très intéressant. La physique, on se demande à quoi ça sert. L'anglais, quel intérêt? Il n'y a pas d'anglais autour de nous. Et quand on va leur dire, vous voyez, moi je fais des trous sur Mars, ou moi j'ai entraîné des astronautes, ou moi j'ai fait ci, ou moi j'ai fait ça, et ça les passionne, ils se rendent compte qu'effectivement, oui, les mathématiques ça sert, oui, l'anglais, moi je ferais rien sans anglais. Et j'espère que ça puisse provoquer de l'émulation pour qu'ils se mettent à travailler, à comprendre l'intérêt d'étudier. C'est quelque chose qui est dur et c'est quelque chose qui apporte énormément, tant sur le plan personnel que professionnel. Eh bien, merci beaucoup Eric de nous avoir donné des nouvelles de Persévérance, d'Ingenuity et de Curiosity, qu'on n'oublie pas, qui est toujours là-bas aussi. Eh bien, merci à toi de nous avoir donné la parole et un bonjour à tout ton public. Et en tous les cas, merci Florence pour tout ce que tu fais. J'espère que vous avez appris plein de choses sur cette mission Persévérance et Ingenuity qui sont donc sur Mars depuis un peu plus d'1 an maintenant. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!